Nous sommes en direct sur votre show Nawab Info. Messieurs et dames, nous vous disons bonsoir et bienvenue à Sauver ces actualités. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Le coordinateur adjoint de l'AFCM23, Bertrand Bissimois, a déclaré lors d'un point de presse à Goma que les rapports des organisations internationales sur le massacre dans les territoires de Rutshuru sont confectionnés pour consolider l'option militaire. Suivez-les dans cet extrait. Mais ils sont incapables même de vous envoyer une image, une photo, même des morts dont ils disent avoir fait la comptabilité. Il n'y en a pas. Après, au-delà de tout ça, ils sont incapables de mettre une identité sur chaque mort dont ils parlent. Aucune. Alors, est-ce que nous sommes sérieux lorsque nous donnons de la voix à ça? Ils sont même allés jusqu'à faire des contradictions entre eux-mêmes sur le nombre de morts. Certains parlaient de 162, d'autres parlent de 300 et quelques pour aggraver la chose, et d'autres reviennent avec 140. Tout ça parce qu'il faut forcer la main au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que vite, elle s'érige contre le processus de paix qui est en cours et prenne des mesures draconiennes, je ne sais pas lesquelles, qu'ils vont encore prendre, parce que la dernière mesure qu'ils avaient prise, c'était de nous faire la guerre. Et cette option-là a échoué, vous le savez. Alors, à quoi veulent-ils conduire encore les Nations Unies, ces ONG? Et en quelque sorte, pour se défaire de l'obligation, au fait, de montrer le cadavre, ils y trouvent comme fond fouillant que les cadavres ont été jetés dans la rivière Rutshuru. Mais nous tous, nous savons, les amis, lorsque quelqu'un tombe dans l'eau, mais 3 jours après, on sait voir le corps. Mais les corps de 300 personnes jetés dans la rivière, mais ils devaient aller quand même débarquer quelque part. Les avez-vous vus? Parce que vous tous, vous êtes ici au Nord Kivu. Avez-vous vu ces corps? Non. Avez-vous vu une famille éplorée dans Rutshuru? Non. Nous sommes dans une sorte de complot qui vise à compromettre la résolution profonde, des causes profondes des conflits au profit de la guerre, tout simplement. Et comme je vous ai dit au départ, ceux qui le font, ceux qui fabriquent cette guerre, c'est pour des intérêts personnels. Et comme nous l'avons dit, cette façon de manipuler la communauté internationale doit être arrêtée. Et comment elle doit être arrêtée? Et nous proposons qu'elle soit arrêtée par une enquête internationale qui serait menée dans notre espace pour vérifier toutes ces allégations-là. Comme ça, on se débarrasse une fois pour toutes de tous ces vendeurs de malheurs des Congolais et qui trompent tout le monde, qu'il y a ceci, il y a massacre, il y a... Mais ils sont incapables de dire aux Nations Unies que voici les causes profondes des conflits, les voici comment nous pouvons y remédier pour que très vite on trouve des solutions. Ils sont incapables. Mais ils s'attellent sur les effets de la guerre et ils en fabriquent même. Et après, ils vont... nous avons vu tous des photos qui ont circulé avec les membres du gouvernement de Kinshasa où ils étaient ensemble, festoyant, mangeaient ensemble. Et justement parce qu'ils sont dans un même cheminement. Et au-delà de tout ça, ils n'ont jamais levé des allégations contre le gouvernement de Kinshasa. Vous avez vu tout ce dont on a parlé ici, que des faits qui ont été reprochés au gouvernement de Kinshasa. Vous le savez parce que vous êtes des journalistes. Certains d'entre vous ont rapporté, certains d'entre eux. Le cannibalisme qui s'est passé ici à Goma et l'armement des civils
Aujourd'hui, nous peinons à récupérer ces armes d'entre les mains des civils pour éviter que nos populations s'entretuent. Poursuivrons ce journal avec le procès contre Joseph Kabila. Hier vendredi 22 août, la justice militaire a requis la peine de mort contre l'ex-chef de l'État accusé notamment de crimes de guerre, apologie et trahison dans un contexte de tensions présumées dans des conflits armés. Suivez. Faisant droit, requérons qu'il plaise à la haute cour militaire de dire établi en fait comme endroit de prévention des crimes de guerre, d'apologie ou de propagande d'actes terroristes et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de trahison, de complot et d'organisation d'un mouvement insurrectionnel mis à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, de le condamner en conséquence, sans admission de circonstances atténuantes, pour crime de guerre par homicide intentionnel à la peine de mort, pour crime de guerre par viol à la peine de mort, pour crime de guerre par déportation à la peine de mort, pour crime de guerre par torture à la peine de mort, pour crime de guerre par attaque contre les biens protégés à la peine de mort, pour apologie ou propagande des actes des crimes de guerre, puisqu'ici on parle de la moitié de la peine prévue pour ces différents actes, n'est-ce pas? La moitié de la peine. Là, je prends 20 ans. Pour trahison à la peine de mort, pour complot, c'est ça le maximum, 15 ans, c'est la principale, pour organisation d'un mouvement insurrectionnel à la peine de mort, de faire application des articles 7 du Code pénal militaire et 78.3 du statut de Rome de la Cour pénale, et de ce fait ne prononcer qu'une seule peine, la plus forte, à savoir la peine de mort. De le condamner également au paiement de frais d'instance à tarifier par le greffe de votre haute cour payable dans un délai de 8 jours, francs ou à défaut, subir 60 jours de contrainte par corps en cas de non-paiement dans ce délai. De confirmer la mise sous séquestre des biens de devenu Joseph Kabila Kabange, de le condamner en outre à telle autre peine que la haute cour militaire entendra en bonne justice être convenable et juste, d'ordonner son arrestation immédiate. Ainsi, vous aurez rendu justice à la nation congolaise. Je dis, je vous remercie. Au Nord Kivu, toujours une dizaine de bandits armés, dont 10 Ougandais, ont été condamnés à la peine capitale par le tribunal militaire pour vol de 100 000 $ dans une coopérative financière. Des précisions dans ce reportage. Après une semaine des audiences, le tribunal militaire des garnisons de Béni, présidé par le lieutenant-colonel Nyempo Moulendagui, s'est finalement prononcé ce jeudi tard dans la soirée dans les dossiers opposant le ministère public contre 17 prévenus. Poursuivis pour association des malfaiteurs, vol qualifié, tentative de vol qualifié, ces prévenus étaient répartis en 2 groupes. Le premier était constitué de 14 prévenus, parmi lesquels 6 Ougandais et 8 Congolais, dont 4 femmes. Ils ont été reconnus coupables aux infractions portées contre eux et condamnés à la peine capitale pour association des malfaiteurs et à 10 ans de servitude pénale pour vol qualifié et tentative de vol qualifié. 2 mineurs ont également été acquittés. Les faits à leur charge remontent depuis le mois d'avril, mai, juin, juillet et août de l'année 2025 à court. Ils auraient dévalisé plusieurs coopératives, shops et maisons de transfert des monnaies, emportant des milliers de dollars américains et des francs congolais. Le dernier cas, c'est le cambriolage de la coopérative Paidec la nuit du 8 au 9 août dernier. Plus de 100 000 $ américains et 76 millions de francs congolais étaient volés par ces personnes après avoir drogué les gardiens et détruit les coffres forts à l'aide de bonbons en gaz. C'est le lendemain aux environs de 5 heures du matin que le groupe des Ougandais sera arrêté à la barrière du PK5 dans une voiture alors qu'ils voulaient rentrer en Ouganda via Kasindi. Après la fuite, une somme de 45 000 $ américains et quelques francs congolais seront saisis par les services de sécurité. C'est ce qui a donné la piste d'arrêter d'autres membres de cette bande et récupérer un montant total de 54 350 $ américains et plus de 36 millions de francs congolais.
Le deuxième dossier concernait des prévenus accusés de vol à main armée que l'auditeur militaire des garnisons de Béni, le capitaine magistrat Iber Kabandani, a présenté le même jour pour avoir été arrêté la veille en Dindi avec une arme de guerre du type AK-47 après avoir visité une famille et vouloir entrer chez un officier des FARDC. L'un d'eux a été condamné à la peine capitale pour association de malfaiteurs et vol à main armée. L'autre a été acquitté pour insuffisance des preuves. Lors du Conseil de sécurité de l'ONU tenu à New York, l'ambassadeur de la RDC, Martin Gonga, a mis en garde le Conseil contre le piège de l'idéologie consistant à ethniciser davantage la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il est ici. Ces crimes ont une dimension ethnique manifeste. Des civils, notamment Hutus, ont été visés pour leur seule appartenance ethnique. C'est une tentative délibérée de remodeler par la violence le tissu social congolais. Face à ces preuves, la République démocratique du Congo demande au Conseil de renforcer sans délai le régime de sanctions en y inscrivant les commandants de l'AFC M23 et les responsables rwandais. De condamner la transplantation par l'AFC M23 de populations non identifiées sur le territoire congolais. En défendant sa propre résolution 2773, le Conseil protégera les civils, rétablira la crédibilité du processus de paix et imposera enfin la reddition des comptes. L'histoire récente de ce Conseil regorge de précédents où des sanctions ciblées ont été décidées contre des partis engagés dans des processus de paix dès lors qu'elles les sabotaient par des massacres et des violations massives. Le Conseil a déjà démontré que les sanctions ne sont pas contraires à la paix, mais au contraire nécessaires pour la rendre possible. Il n'y a aucune raison que le cas de la République démocratique du Congo fasse exception. En refusant d'imposer de telles mesures contre le M23 et ses soutiens rwandais, le Conseil s'exposerait à cautionner l'impunité, à miner sa propre résolution 2773 et à éroder sa propre crédibilité et légitimité. Aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. La protection des vies humaines, toute communauté confondue, reste non négociable et demeure au cœur de l'action gouvernementale. Le Conseil de sécurité ne saurait demeurer spectateur devant l'enracinement de l'impunité. La justice et des sanctions rigoureuses constituent des conditions préalables et non accessoires à tout règlement durable et équilibré du conflit. Pour la République démocratique du Congo, la priorité demeure la restauration d'une paix durable et non d'une paix factice et éphémère, comme cela a été le cas depuis bientôt 3 décennies. J'invite donc le Conseil de sécurité, organe principal des Nations Unies, en charge du maintien de la paix et de la sécurité internationale, de bien vouloir veiller à la mise en application intégrale des dispositions de sa résolution 2773 du 21 février 2025. Dans cette optique, les garants de l'accord de paix de Washington et de la déclaration de principe de Doha devraient être encouragés à s'activer davantage pour mettre un terme définitif à cette guerre insensée qui cause d'indicibles souffrances aux populations congolaises vivant dans les zones sous contrôle de la coalition RDF-AFC M23. Dans ce contexte, le gouvernement appelle avec la plus grande insistance le Conseil de sécurité à assumer pleinement sa responsabilité en mobilisant sans délai tous les moyens nécessaires pour la mise en œuvre effective de la commission d'enquête internationale prévue par la résolution A/HRC RES/S/37/1 adoptée le 7 février 2025 lors de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
Il est impératif que cette commission établisse toute la vérité sur les crimes commis dans ce contexte d'agression, identifie sans ambiguïté leurs auteurs, commanditaires et complices, et veille à ce qu'ils soient traduits en justice. Elle devra également recommander des mesures de responsabilisation, y compris la transmission d'éléments au comité de sanctions du Conseil, afin que ces conclusions débouchent sur des décisions contraignantes et contribuent à empêcher la répétition de toutes sortes de massacres, en ce compris les massacres à caractère ethnique. Je vous remercie. Au cours de ce même Conseil de sécurité de l'ONU, la France a fait appel à toutes les parties et respecté pleinement leurs engagements. Elle a demandé le retrait du M23, la neutralisation de FDLR et à la RDC, promouvoir un dialogue interne et coordonner les initiatives VDP. D'abord remercier la sous-secrétaire générale, Mme Martha Pobby, pour ses remarques, ainsi que les États-Unis d'avoir demandé cette réunion. Comme cela a été relevé par les Nations Unies, nous sommes confrontés, une nouvelle fois, à une dégradation très préoccupante de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je soulignerai 3 points. Tout d'abord, l'escalade des attaques contre les civils par les groupes armés et les groupes terroristes dans l'Est de la RDC est inacceptable. Elle s'ajoute à une situation humanitaire déjà catastrophique et qui ne cesse de se dégrader. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, M. Volker Türk, a récemment fait état d'attaques menées en juillet par le M23 contre un grand nombre de civils au Nord Kivu. D'autres groupes armés, comme la Codeco, continuent de multiplier les violences contre les civils. Dans le même temps, le groupe terroriste des forces démocratiques alliées, affilié à Daesh, a perpétré une attaque contre une église à Komanda, en Ituri, attaque que le Conseil de sécurité a condamnée, et de nouveau la semaine dernière dans les territoires de Béni et de Lubero. Ces violences doivent cesser. Les responsables de ces atrocités doivent être poursuivis. La France réaffirme son plein soutien à la MONUSCO et à la mise en œuvre de son mandat pour protéger les civils. Elle appelle à la levée immédiate de toutes les entraves à la liberté d'action de la MONUSCO. Deuxième point, cette situation souligne la nécessité renouvelée de soutenir sans relâche la dynamique engagée par le processus de paix. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont conclu un accord de paix le 27 juin dernier avec la facilitation des États-Unis. Cet accord doit permettre des progrès en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. La France a salué cette avancée et elle encourage vivement les parties à honorer de bonne foi leurs engagements. Cela inclut le retrait des forces rwandaises de défense hors du territoire congolais, l'arrêt de tout soutien étranger à l'ensemble des groupes armés, y compris celui des forces rwandaises de défense au M23, tout autant que cela inclut la neutralisation des FDLR. La France appelle au respect des engagements pris par la RDC et la FCM 23 dans la déclaration de principe signée le 19 juillet à Doha, mettant notamment en place un cessez-le-feu. Nous saluons l'engagement du Qatar et soutenons la reprise et la conclusion de pourparlers à Doha en vue d'un accord global de paix qui soit conforme à l'objectif de restauration de l'autorité étatique de la RDC dans le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté congolaise. Monsieur le Président, le Conseil doit rester mobilisé pour veiller au suivi et au respect de la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité, et des accords qui y concourent. Dans cette résolution, le Conseil de sécurité a exprimé sans ambiguïté les obligations qui incombent aux parties, autour d'une conviction centrale. Il n'y a pas de solution militaire au conflit dans les Grands Lacs. Seul le dialogue doit permettre de traiter les causes profondes des conflits en vue d'une paix durable. Nous sommes déterminés à travailler à cette fin avec le médiateur de l'Union africaine, ainsi qu'avec les États-Unis, le Qatar et l'ensemble des acteurs engagés dans la réussite des différents processus de médiation. Nous rappelons la nécessité de la convergence et de la coordination entre ces initiatives, ainsi que du rôle central pour les Nations Unies. La France poursuivra son engagement en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, de la paix, de la stabilité et de la sécurité de l'ensemble de la région. Je vous remercie.
Et pour finir, le Conseil des ministres du gouvernement Souminois d'hier vendredi a porté sur la nécessité d'engagement des partenaires sociaux et sur la stabilité sociale qui constituent des piliers essentiels de la paix. Les détails dans ce code rendu. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'évaluer les engagements du gouvernement à l'égard de partenaires sociaux. Le président de la République tient à la stabilité sociale qui constitue l'un des piliers essentiels de la paix et du développement durable de notre nation. Sans elle, aucun progrès économique, aucune réforme institutionnelle, aucune ambition collective ne peut s'ancrer dans la durée. C'est pourquoi il estime qu'il incombe au gouvernement de maintenir un climat de confiance permanent avec nos partenaires sociaux et d'apporter des réponses concrètes, crédibles et durables aux préoccupations exprimées par les différentes couches de la population active. Soucieux des privilégiés, la voie du dialogue et de la concertation, le président de la République a rappelé que le gouvernement avait engagé dans un passé récent des échanges francs et responsables avec les représentants syndicaux des enseignants, des médecins et d'autres catégories socio-professionnelles. Ces assises avaient permis de dégager un consensus et de sceller des engagements auxquels l'exécutif national avait souscrit. Elles avaient ouvert à la voie à une accalmie sociale favorisant une compréhension mutuelle et la poursuite sereine de l'action de l'État. De ces faits, il est impérieux non seulement de préserver ces acquis, mais aussi de les consolider par des actes concrets qui témoignent de la fidélité du gouvernement à sa parole et de son attachement à la justice sociale. C'est à ces prix qu'il sert à renforcer le contrat de confiance entre l'État et ses partenaires sociaux, gage d'une stabilité accrue et d'un avenir plus prospère pour notre nation. Le président de la République en appelle dès lors à l'engagement et au sens du devoir républicain de chacun des membres du gouvernement afin d'assumer ensemble cette responsabilité historique. La nation nous observe et attend de nous des solutions claires, tangibles et rapides, a-t-il précisé. À cet fait, la Première ministre a été chargée de réunir sans délai l'ensemble des membres du gouvernement directement concernés afin d'évaluer rigoureusement les niveaux de mise en œuvre des engagements pris vis-à-vis des enseignants et autres partenaires sociaux, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir dans la sérénité la réussite de la rentrée scolaire imminente, d'élaborer une feuille de route réaliste, progressive et assortie d'un calendrier clair pour assurer l'exécution intégrale de ces engagements dans un esprit de responsabilité gouvernementale et de loyauté envers la nation. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.